Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour a été tour à tour haut fonctionnaire, dirigeant d'entreprises publiques, universitaires et homme politique, Premier ministre du Niger de 1997 à 2000. Il dirige depuis 2009 le NEPAD, l'Agence de développement de l'Union africaine. Il vient de publier aux éditions Armand Collin un manifeste pour des solutions panafricaines intitulé « L'Afrique à l'heure des choix ». Bienvenue et merci d'être avec nous, Monsieur Mayaki. Merci de m'avoir invité. Alors, votre ouvrage a été préfacé par l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Alors, le président Olusegun Obasanjo, comme vous le savez, est un des fondateurs du NEPAD. Donc, au début des années 2000, le président Obasanjo, le président Beki, Bouteflika, Wade réfléchissent au futur de l'Afrique, à un moment où l'on sort des programmes d'ajustement structurel. Ils se disent pourquoi devons-nous continuer à gérer ce paradoxe avec une Afrique qui a immensément de ressources naturelles et une population qui est très pauvre. Et ils mettent l'accent sur la gouvernance et ils créent le NEPAD dans cet esprit-là. Alors c'est une manière de rendre aussi hommage à la qualité de ce leadership à ce moment donné qui était un moment critique pour l'Afrique, qui avait besoin d'une stratégie de développement qui soit inclusive. D'accord. Vous proposez dans votre livre une analyse sans complaisance de la situation de l'Afrique. Si vous devrez résumer cette situation dans laquelle se trouve le continent, que direz-vous? Alors, je dis souvent, il ne faut être ni pessimiste ni optimiste, il faut être positif. Nous avons connu des taux de croissance importants au cours des 10-15 dernières années. Et d'ailleurs, ça correspond bien avec la naissance du NEPAD en tant que programme de l'Union africaine. Deuxièmement, nous avons connu des changements sur le plan technologique considérables. M-Pesa au Kenya, 1 milliard de puces téléphoniques sur le continent, une accélération de la qualité des échanges sur les médias sociaux. Troisièmement, nous ne sommes pas sortis de notre transition démographique. On a toujours des taux de croissance démographique importants qui sont autour de 4. Et ça fait que la constitution de notre population globale est un fait unique dans l'histoire de la démographie, parce qu'on a 75% de la population qui a moins de 25 ans. Et à côté de cela, on a une proportion de terres arables qui est importante, mais qui se dégrade. Et on a un certain nombre de ressources minérales, etc., sur lesquelles on peut compter. L'équilibre, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve d'abord dans le contenu des politiques publiques. Deuxièmement, dans la manière dont elles sont définies. Elles ne peuvent pas être le monopole des gouvernements. Il faut faire venir les autres acteurs, secteur privé, société civile. Et je puise d'une certaine manière, humblement, dans mon expérience et dans mon passé, pour dire voilà les défis. Justement, voilà, on va parler de ces défis. Voilà. Vous dites aussi que l'échec des solutions aux défis du continent, ce n'est ni par manque d'argent, ni par manque de bonne volonté. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas alors? Absolument. Alors, il faut expliquer pourquoi ce n'est pas par manque d'argent. Juste un petit exemple. La vingtaine de fonds de pension et de fonds souverains africains ont des actifs de l'ordre de plus de 1000 milliards de dollars. C'est considérable, hein? C'est assez proche du PIB du continent. Ces fonds de pension et ces fonds souverains n'investissent pas en Afrique, ils investissent en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'investir en Afrique comporte des risques importants et ils pensent que le contexte des conditions pour faire des affaires n'est pas optimal. Donc ce n'est pas un problème de manque de ressources financières, c'est un problème de projet bancable. Et là, c'est une question de capacité d'une part, et deuxièmement, c'est une question d'association des acteurs, et notamment de ce secteur privé africain. Et justement, à l'heure où le continent est tant convoité, notamment par les puissances occidentales, comment l'Afrique peut-elle mieux se protéger et protéger ses ressources? Alors, 3 points. Le premier, c'est que chacun de nos pays pris individuellement ne pourra pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir à 55. Il faut qu'on ait des regroupements régionaux, il faut qu'on ait un regroupement continental. L'optimalité de nos solutions en termes de développement, ce sont des solutions régionales, que ce soit en énergie, en transport, même en éducation. Donc, solutions régionales.
Et en fait, ce que fait l'Afrique avec la zone de libre-échange continentale, avec le marché unique du transport aérien, c'est aller vers des solutions régionales et continentales. Premier point. Deuxième point, il faut qu'au niveau national, il y ait une adaptation de nos États à la réalité démographique. Et cette réalité démographique fait que, je le dis souvent, les jeunes ont déjà pris le pouvoir sans le savoir. D'accord. Et vous dites par ailleurs que nos dirigeants actuels devraient avoir pour objectif essentiel de préparer l'avenir, c'est-à-dire la jeunesse. La succession est un sujet tabou dans nos sociétés africaines. Comment préparer l'avenir dans un tel contexte? Alors, préparer l'avenir, ça veut dire, d'une part, donner la parole à ceux qui comptent. Et ceux qui comptent aujourd'hui, c'est cette jeunesse, c'est ce secteur privé. Si on ne leur donne pas la parole et qu'on ne les associe pas dès le départ dans le processus de production des politiques publiques, on va à l'échec dans la mise en œuvre. Et vous savez que notre grande différence avec l'Asie, c'est la différence de capacité de mise en œuvre. Deuxièmement, il est important que nous ayons une plus grande transparence dans nos systèmes de gestion publique. Je fais quelques propositions, comme le fait que les lois des finances doivent être débattues de manière publique. Vous savez, à Maurice, par exemple, le moment le plus important pour toutes les chaînes de radio et de télévision mauriciennes, c'est lorsque la loi des finances, le budget est débattu à l'Assemblée. Ça veut dire que le citoyen se pense et sent qu'il fait partie d'un processus. Je crois que ça, c'est très important. Et puis, troisièmement, transparence aussi dans tous nos contrats miniers. Cette information doit être publique. Et c'est ce qui pose les conditions de la redevabilité de l'État vis-à-vis de ses citoyens. Et la vraie démocratie, c'est la construction de ces citoyens. Merci beaucoup, M. Ibrahim Hassan Mayaki. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre du Niger, secrétaire exécutif du NEPAD et auteur du livre « L'Afrique à l'heure des choix », publié aux éditions Armand Collin. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.